Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 25 octobre 2024. Alors on continue d'avoir les résultats qui tombent sur la plupart des sociétés et encore une fois on a toujours des grandes disparités, des valeurs qui sont plutôt achetées, d'autres qui sont largement vendues. Au final un CAC qui bouge pas tellement sur les marchés américains, c'est un peu mieux, on va le voir après. Mais dans l'ensemble c'est toujours des chiffres au global plutôt intéressants aussi avec la macro, avec un ralentissement qui se fait pas avec une force énorme et une grosse dégradation. On le voit aussi sur les commandes de biens durables, où même si elles arrivent en négatif, elles arrivent un peu mieux que ce qui était espéré. Donc là aussi, on voit qu'il y a une certaine résilience toujours du marché américain. On voit aussi des signes de reprise sur le marché chinois, notamment sur les actions chinoises et les actions en valeur en rapport avec le marché chinois. Donc ça commence quand même à frétiller. Et on pourrait avoir peut-être ça semble un peu tôt, mais le début. Alors d'un rallye de fin d'année, c'est un peu tôt parce qu'on va encore, je pense, avoir quelques rotations sectorielles et quand on a généralement les rallyes de fin d'année, c'est un peu tout qui monte en même temps. Donc là, on va voir les dernières baisses, je pense, certaines hausses qui vont commencer dès maintenant. Et sur ces valeurs-là, en particulier, je pense c'est elles qui vont tirer après les bonnes performances jusqu'à fin 2024. Allez, avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Le dos, légèrement négatif, légèrement positif aujourd'hui. On voit aussi la bonne forme par rapport au CAC qui lui a tendance à ne rien faire depuis déjà quelques semaines. On voit que les marchés américains continuent, parce que là on était sur le plus haut la semaine dernière. Ça continue de progresser avec des résultats toujours plutôt intéressants et une grande force du marché de l'emploi, notamment américain, le Nasdaq. C'est la même chose. On n'est pas loin de revenir sur les plus hauts historiques. Alors ça datait d'un peu plus longtemps, parce que c'était au mois de juillet par rapport au dos. On le sait, il y a eu une grosse chute sur le Nasdaq avec les techs, notamment les semi-conducteurs, qui ont payé un peu le prix. Et finalement, sur beaucoup de valeurs, on revient et on continue on va certainement continuer prochainement la progression, portée notamment par les gros leaders de tech américaine. Il y aura beaucoup de résultats la semaine prochaine, notamment sur Alphabet, sur Amazon, etc. On a déjà eu quelques valeurs. IBM qui a un peu déçu, mais qui est toujours. Qui a eu. On va le regarder, IBM, ils ont une progression un peu fulgurante. C'est normal de décrocher un peu, notamment sur résultats. Les 200, intéressant à acheter, par exemple, sur IBM. Beaucoup de résultats. Et je finis juste avec les indices. La Chine, ça qui m'intéresse, c'était l'explosion un peu sur les accords, notamment de relance chinoise, de baisse des taux de la Banque populaire de Chine, d'achat d'actions, d'obligations et de crédit un peu, du loyer de l'argent moins cher en Chine pour relancer la croissance. Alors on n'a pas des détails déjà, ça fait un moment que la Chine communique un peu moins sur ses chiffres macro, mais la volonté est là. Les résultats, ils vont arriver, ils vont pas arriver tout de suite, mais c'est en se plaçant relativement tôt qu'on peut en profiter. Et pas au mauvais moment, c'est-à-dire pas une fois que tout a flambé, comme ça a été le cas ici jusqu'au 7 octobre. Donc le breakout, qu'est-ce qu'il y a après le pullback et la baisse de la volatilité. Et là, ça y est, on a eu le breakout, on a eu le pullback et on le voit, la baisse de la volatilité, il n'y a quasiment plus rien. Alors, par rapport à l'effet, parce qu'évidemment, avant, on a encore une volatilité relativement importante, mais par rapport à ce qui se faisait dans un marché baissier. Mais là, on retrouve un cours qui est en train de se stabiliser, donc c'est ça qui est plutôt intéressant. C'est, je pense, un des moments les plus intéressants, avec évidemment l'annonce le jour J, les plus intéressants pour se replacer sur les belles valeurs qui nous intéressent, notamment en Chine. Alors, pas toutes d'un coup, mais certaines. On a parlé du secteur auto, on va en reparler.
Il y aura d'autres valeurs aussi que je suis, hein, j'en reparlerai un peu plus tard parce que là, techniquement, les configurations sont pas idéales. Mais oui, sur la Chine, on a cette période d'accumulation où des investisseurs aussi vont rentrer, hein, après la flambée. Déjà, une partie sont déjà rentrés. On a eu les prises de bénéfices et maintenant, bah, on va jouer le moyen terme jusqu'à la fin de l'année et puis le début 2025. Donc, toutes les valeurs auto, luxe, un peu de consommation également pour la Chine. C'est maintenant, je pense, qu'il faut les jouer et les acheter. Le CAC 40, on l'a dit, il fait rien. Avec des résultats, alors là aussi, c'est soit bazardé, soit bien acheté. Ce qui fait finalement cette espèce de plus et de moins assez fort, bah, au global, on ne fait rien. Mais on le voit que sur les actions, bah, il y en a qui sont en train de prendre le lead et puis d'autres qui continuent un peu leur dépression. Ça va certainement, on le sait, généralement en décembre, hein, il y a toujours un peu une confirmation des rachats et il y a un peu tout qui monte. Donc on verra pour la suite. Mais ce qui est important, c'est qu'on n'a pas dégradé cette tendance, qu'on est toujours en embuscade un peu sous les 7007. Et avec les portées peut-être par les leaders, et puis une fois que la purge aura eu lieu sur certaines, parce qu'on a encore vu, alors je crois que c'est Valeo, hein, qui s'est fait défoncer aujourd'hui à moins 10. Alors ils sont pas sur le CAC Valeo, mais il y a d'autres valeurs du CAC qui peinent aussi. Une fois qu'on aura purgé celle-là, et puis que les autres, bah, ont déjà lancé leur progression, le CAC va naturellement monter pour aller chercher ces 7007 et je pense finir l'année vers les 8000 ou plus. Il nous reste un peu plus de 2 mois. Alors, il n'y a que 7%, hein, on pourrait même aller par là, vers les 10. Donc je pense que c'est à surveiller, mais les achats, ils sont plutôt à faire maintenant sur beaucoup de valeurs. On va regarder notamment les quelques résultats. On a eu Sanofi aujourd'hui qui a donné ses résultats, des résultats meilleurs que prévu, notamment avec pas mal de vaccins. Il y a eu le Beyfortus, je crois, et le Dupixent qui ont bien fonctionné. Elle était déjà en mode consolidation, hein, Sanofi, après une belle poussée. On fait pas de gap, on fait un gap à l'ouverture, mais qu'on a comblé en cours de séance et finalement mèche basse, donc c'est plutôt bien. Mais là aussi, ça manque un peu de peps pour des résultats exceptionnels. C'est pas ça, on prend que 2,5. On confirme sur Sanofi la phase de consolidation. Il faudra encore travailler. Par contre, ce qui est bien, hein, on le voit techniquement, on arrive peut-être à la fin, parce qu'on est déjà revenu sur la ligne des zéros, on attaque le négatif en MACD, on n'est toujours pas en inversion de tendance, donc on n'a toujours pas de signal d'achat court terme pour rentrer. C'est ce qu'on visera peut-être là, en novembre, peut-être un peu avant, peut-être sur cassure. On n'en est pas loin, mais pour l'instant, techniquement, on voit qu'on est toujours en mode consolidation et plutôt consolidation vers le bas, donc pas encore le moment d'acheter. Peut-être que les résultats vont être une confirmation et que ça va déclencher dès la semaine prochaine une progression de Sanofi, auquel cas on le verra aussi sur les indicateurs, mais pour l'instant, plutôt être prudent, je pense, sur Sanofi. D'autant qu'il y a pas mal de valeurs santé, hein, qui marchent un peu mieux. Il y avait Roche que je suis aussi, qui sont pas mal, Roche. Ils ont fait une belle progression et puis on sent le retournement long terme arriver, hein, sur Roche. Donc c'est en Suisse notamment, on peut la voir ailleurs, mais là on a le graphe en Suisse avec le rebond technique sur les 312, et là on les refrôle. Donc on sent qu'il y a quand même une dynamique de retournement long terme sur Roche. On avait parlé aussi d'autres grandes pharma, hein, des big pharma qui sont toujours plutôt favorables. Donc un exemple autre que sur le CAC 40 aussi de big pharma qui fonctionne bien. Alors avec la Chine, hein, qui reprend, le palladium, on en parlait hier. Le secteur auto, pour moi, il y a les actions sur les grands véhicules électriques et hybrides chinois, à savoir BYD en leader, je pense, éventuellement Xpeng ou Geely, ça peut être aussi intéressant. Moi, je privilégierais peut-être BYD, qu'on va revoir après. Donc, secteur chinois avec une main-d'œuvre un peu moins chère et puis surtout une capacité d'inonder un peu le marché.
Ils sont en train de gagner beaucoup de parts de marché, donc avec un secteur auto un peu sur le retour. Sinon, il y a les américaines hein, qu'on a vues hier. Mais la General Motors qui est un peu bien valorisée maintenant, peut-être jouer plus Ford, mais là aussi peut-être scruter les résultats. Mais on n'a pas le même contexte hein, sur les véhicules américains. Souvent, déjà il y a le coût de l'argent. Hein, on le voit avec la résilience et l'inflation aux États-Unis. Ça va coûter plus cher de les fabriquer. Il y a souvent des grèves aussi qu'on a eu notamment cette année hein, aux États-Unis sur le secteur automobile. Ce qu'on n'a pas forcément en Chine. Donc la Chine, même si elle est taxée un peu sur les taxes douanières, ça me semble quand même intéressant. Et puis en Europe, pour moi, il n'y a que Renault hein, à acheter. Stellantis, ça peut partir, ça peut faire un rattrapage, mais on a quand même un graphe super dégueulasse, des fondamentaux mauvais, des rappels, des problèmes sur les moteurs, des problèmes sur les airbags, des problèmes de marge qui diminuent. Ah, il y a un moment, c'est comme Boeing, ça fait penser à Boeing, il y a tout qui se casse la gueule, donc plutôt éviter. Et si on veut acheter une automobile, enfin une action automobile française ou européenne, c'est plutôt Renault. Et on a la confirmation hein, avec hier les résultats et la confirmation aujourd'hui, le retour autour de la moyenne à 200. Alors là aussi, on va peut-être pas partir en ligne droite, on va peut-être construire un peu, revenir un peu plus bas sur les 41,3, sur les 41. C'est pas capital à mon sens. Ce qui est important, c'est que je pense qu'elle a lancé sa séquence de retournement. Après, enfin de retournement, on peut même pas parler de retournement parce qu'on a finalement consolidé, puis on a eu une période de dégradation assez courte finalement. Donc elle va continuer sa hausse pour aller chercher les 47,22 relativement prochainement. Donc achat hein, sur Renault haussier, plutôt une des seules qui me semble favorable. Le luxe forcément aussi avec la Chine et Hermès. Hermès c'est pareil, la confirmation. Alors le mini gap hein, qui avait été créé hier, 2077, il est comblé aujourd'hui. On peut le voir ici avec la mèche. La mèche elle descend où plus bas, 2075. Donc on est allé 2 euros sous le gap. Donc le gap, il n'existe plus. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose si on veut investir parce que souvent on a des retours très fréquents. C'est pas une certitude à 100%. Hein. Il n'y a pas 100% d'occurrence de comblage de gap, mais généralement, le marché aime bien y revenir. Il aime pas trop les trous dans la cotation. Là, c'est fait juste 2 jours après, donc c'est bien. La tendance, elle est plutôt au beau fixe parce que les résultats d'Hermès ont été bons, hein, annoncés hier, en progression de, je crois que c'était 11 ou 13% selon le taux de change sur le chiffre d'affaires, alors que pas mal de valeurs du luxe ont un peu de mal. Il y a aussi pas mal de valeurs du luxe hein, qui ont baissé. Il pourrait peut-être y avoir des OPA hein, dans le secteur. Est-ce que Hermès va en profiter? On ne sait pas. Mais on est en train finalement de là aussi finir cette consolidation, un peu comme sur Renault, retrouver quasiment la moyenne à 200 et puis porter un peu par la fin d'année, par les chiffres qui sont moins pires que prévu, par la relance économique sur la Chine. On a peut-être trop dévalorisé la valeur parce que sur les plus hauts où tout allait bien, on était là. On s'est fait peur à moins 20 et là on est à moins 13 par rapport au plus haut historique. Alors c'est pas encore énorme, mais finalement elle a toujours sorti des chiffres plutôt intéressants. Donc est-ce que ça vaut le coup de quitter et d'oublier cette valeur? Peut-être pas. Donc moi je pense aussi qu'Hermès c'est une des belles valeurs à acheter pour cette fin d'année. On avait également Safran. Alors Safran, ils ont donné des résultats corrects. Hein. Sur certaines lignes, c'était un peu positif, d'autres c'était plutôt négatif. Dans l'ensemble, c'est correct. Alors on sait qu'il y a aussi pas mal de tensions sur l'aéronautique, qui a un carnet de commandes énorme, mais qui a souvent des problèmes d'approvisionnement, avec la chaîne d'approvisionnement qui est un peu tendue et qui
qui fait des reports et des retards hein, sur les livraisons d'avions, que ce soit les sièges ou des fois les moteurs aussi. Ça reste une valeur long terme hein, plutôt intéressante, surtout avec l'aérien aujourd'hui, qui est toujours qui est revenu quasiment, ou même qu'il a dépassé hein, le niveau d'avant Covid. On valorise peut-être un peu haut, mais le plus haut, on l'a connu au mois de juin. Donc là aussi, on a eu cette période un peu déjà de conso et de digestion. Donc, pour le moyen long terme, oui, à court terme, on aura certainement des fenêtres un peu plus intéressantes avec des pourcentages peut-être un peu meilleurs. Mais oui, à long terme, ça reste une valeur peut-être pas exceptionnelle, mais qui devrait performer, sur lequel il y a assez peu de risques finalement. On avait également sur les résultats. Oui, Vinci. Vinci, alors on a toujours un petit doute, notamment sur la loi de finances hein, pour certains impôts, notamment sur les concessions. Donc ça pourrait handicaper Vinci. Maintenant, Vinci à 100 euros, moi je trouve pas ça excessif. Hein, là aussi, au niveau de la valorisation, au niveau des acquis. Au niveau de la visibilité aussi, c'est pas très cher. Alors le marché qui a un peu pris peur, je trouve que le marché a été excessif aussi dans sa dévalorisation de Vinci, qui a à la fois les autoroutes, mais aussi la construction. Et pas vraiment de gros points négatifs, hein, à part une conjecture, une croissance un peu limitée dernièrement. Est-ce que ça vaut le coup de baisser autant sur Vinci, qui a pris là aussi moins 15%? Je crois pas. Donc du Vinci à 100 euros, normalement ça s'achète. Là aussi pour le moyen long terme, hein, on visera 2025, parce qu'à court terme, non évidemment, mais on joue plus l'hebdomadaire hein, sur Vinci, avec ses retours ici sur des zones bien travaillées, puis une tendance toujours largement haussière sur le titre. Capgemini pour finir, là c'est surprenant cette baisse. Alors moi aussi je pense qu'on a eu un faux départ ici au mois de septembre, qui va se transformer en vrai départ quelques semaines après. Faudrait pas casser les 170. Là, il y aura une véritable dégradation et peut-être une panique sur Capgemini. On attend un peu sur le numérique, notamment hein, le rebond. On a eu déjà une prise d'investisseurs américains, notamment un fonds américain qui est rentré. Donc si on tient les 170, il n'y a pas trop de raison de paniquer, mais il faudrait revenir construire un peu plus vers le haut quand même rapidement. Et recasser surtout cette oblique-là. Hein, on l'avait ici plus haut à 223, à 210. On avait cassé ici sur les 192. Il faut recasser hein, sur les 184, 185. Et là, ce sera probablement un vrai départ sur Capgemini. Techniquement, pour l'instant, ça reste baissier. On jouera peut-être le rebond sur 170 ou les cassures à la hausse. Un peu surprenant, mais là aussi, c'est plutôt quelque chose qu'on verra en moyen long terme, et on le voit, toute cette zone-là. Hein, cette grande zone sur Capgemini de congestion qui a débouché sur un nouveau plus haut. Une petite zone de congestion qui devrait repartir hein, sur une tendance haussière, donc plutôt favorable. Donc à court terme, on a quand même ces ajustements. À moyen long terme, il n'y a pas de gros signaux négatifs aussi sur Capgemini. Donc pas rentrer tout de suite, attendre les signaux, mais on a déjà eu quand même une part importante au-dessus des 170 avec la rentrée hein, du fonds américain notamment. Et alors, est-ce qu'il y en a une autre que je voulais voir en France? On peut voir LVMH quand même, plus grosse capitalisation du CAC 40. Là aussi, secteur Chine, relance chinoise, les résultats moyens. Mais on a fait quoi? On a fait le breakout, on a fait le pullback. Là, on voit aussi avec la force du pullback, ça nous donne un peu la force et la tendance à suivre d'une action. C'est-à-dire que quand on a un pullback très fort où on rend finalement 100%, ce qui a été le cas hein, sur LVMH,
parce qu'on a explosé, on a tout rendu. C'est pas, c'est pas l'idéal et c'est pas très engageant. Maintenant, on n'a pas enfoncé le plus bas et on continue. Donc, ça devrait quand même retravailler et aller un peu plus vers le haut. Mais si on voit des actions un peu dans le même secteur qui surperforment, on va plutôt aller vers elles. Et c'est un peu le cas d'Hermès. Ils sont où Hermès? Parce que le gap, il était là. 1934, le breakout, le pullback. Et on voit qu'on ne rend pas tout le pullback sur Hermès. Donc, il y a une marge aussi sur Hermès. On est proche, beaucoup plus proche de la moyenne à 200. Donc de toutes les moyennes, d'avoir une tendance de fond haussière, ce qui n'est pas le cas sur LVMH. C'est aussi là qu'on doit faire les arbitrages entre deux actions qui sont exactement dans le même secteur, et une dont on voit sur le niveau fondamental les ventes, les chiffres, les marges qui sont un peu meilleures, et ça se traduit aussi sur le niveau technique. Donc en fait, on regarde la même chose, hein, qu'on regarde des lignes de chiffres sur un compte-rendu de résultats ou des graphes. C'est exactement la même chose et on le voit sur Hermès. Techniquement, on est bien meilleur que sur LVMH. Donc, si on a une action du luxe à acheter, c'est Hermès. On avait également Seb qui est intéressante. Alors, Seb, je vous en parle souvent, notamment lié, hein, au marché chinois parce qu'elle a énormément de débouchés. Alors, marché chinois qui est toujours un peu de mal, notamment, mais il y a pas mal à faire sur la classe moyenne chinoise qui est un peu en retard par rapport au bloc américain et européen, notamment sur le petit et moyen électroménager. Et c'est là que Seb entre en jeu avec beaucoup de produits et une marge par rapport à des foyers sous-équipés. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait une dépression économique et que les ménages préfèrent épargner que dépenser. Mais avec la relance qui devrait arriver, ça devrait se retrouver assez prochainement. Et là aussi, sur Seb, on le voit techniquement avec le rebond technique ici. Et l'achat qu'il faudra faire peut-être. Alors pour les plus prudents, on attend la cassure du rebond technique, c'est-à-dire la cassure des 105. Pour les autres, on peut éventuellement anticiper, hein, sur Seb. Alors essayer de rechercher quoi? De rechercher la congestion, hein, qui est en train de se faire sur Seb. Pourquoi je peux pas le prendre, ça? On va le refaire. Hop. Donc c'est ça, en gros. Le travail ici. Et ce qu'on attend, c'est éventuellement acheter le support ou la cassure qui va aller ensuite vers la cassure des 105. Là aussi fortement lié à la Chine, mais on a vu des résultats, hein, aujourd'hui hier sur Seb qui était plutôt intéressant et plutôt favorable. Donc une augmentation, hein, un changement aussi de paradigme un peu avec les baisses du chiffre d'affaires qui ont enfin retourné en hausse. Et donc on le voit sur le graphe, on le voit sur les chiffres, et puis avec les marchés, le contexte global qui devrait aider. Seb aussi ont de belles perspectives, je pense, pour finir l'année et commencer 2025 avec un petit rallye. Ce serait pas surprenant. Et on va voir juste encore une ou deux valeurs. Oui, donc secteur auto, on en a parlé. BYD, ça me semble intéressant, hein, c'est le plus gros. Ils sont, je crois, en vente, ils ont dépassé Tesla, donc c'est un des plus gros vendeurs de véhicules électriques maintenant. Donc BYD, ils ont fait leur breakout, ils ont fait leur pullback, et puis là, on est aussi dans la phase d'accumulation, dans la phase de rentrée, hein, la deuxième phase de rentrée pour les investisseurs plutôt moyen terme. Le contexte est aussi plutôt porteur, on l'a vu avec le palladium, avec tout le secteur auto qui réagit. Et surtout les gros, donc c'est plutôt BYD, je pense, à privilégier. Et enfin, Nvidia, on n'est pas loin des plus hauts historiques. On voit qu'on est en train de travailler, hein, cette résistance, support résistance à 140 sur Nvidia. Donc là aussi, ça peut aider toute la tech. On le voit que alors sur d'autres graphes, notamment sur les 7 magnifiques ou les techs,
on n'est pas sur les mêmes niveaux qu'NVIDIA. Donc c'est la petite hausse qu'on a aujourd'hui est un peu moins parlante, mais sur NVIDIA, elle est importante parce qu'on joue justement ces niveaux clés, ces niveaux de résistance qui, s'ils lâchent, bah, vont se transformer en support et puis vont mettre Nvidia à travailler au-dessus des 140 et confirmer la hausse à court terme de la valeur, donc plutôt favorable. On surveille quand même parce qu'on est haut, mais il y a pas encore de signaux hein, d'échec sur ces niveaux-là. Ça va jouer certainement la semaine prochaine, avec aussi les élections, hein, à voir ce que les candidats vont dire et quel candidat va gagner, hein, parce que ça va arriver très vite. Mais pour l'instant, la tech, elle est toujours plutôt intéressante. Pfizer aussi dans le secteur médical qui me semble intéressant parce qu'il y a ce retournement long terme qui est en train de se préciser. Il y a cette baisse de la volatilité, il y a ces plus hauts de plus en plus bas, il y a ces rachats toujours au niveau des 28, 28,5. Et le gap qui vient d'être comblé, ça c'est bien aussi, parce qu'on avait fait un petit gap, hop, il n'existe plus, on l'a comblé hier. Aujourd'hui on est dessus. Il y a de belles chances hein, de voir Pfizer aussi progresser ces prochaines semaines. Un peu plus spéculatif que les autres, mais on a quand même des données techniques assez favorables hein, sur Pfizer. Et les valeurs abonnées, je crois qu'il y en avait une ou deux. On va refaire tout rapidement. Alstom qui a comblé le gap, qui arrive sur résistance, il devrait se calmer un petit peu. On voit qu'on n'est pas loin de l'inversion de tendance, qu'on aura peut-être la confirmation lundi sur Alstom. À court terme, on va certainement piocher un peu vers le bas. Et ceux qui veulent rentrer en moyen long terme, on aura peut-être intérêt à acheter hein, sous les 19. Si ça arrive, le marché l'a largement acheté, hein, le plan de désendettement d'Alstom. Donc on est favorable. Et techniquement aussi, c'est favorable. Mais à court terme, là, on arrive sur, je pense, le plus haut. Hein. Ça va être compliqué de continuer sur Alstom. Donc surveillez les replis. Puis si vous voulez rentrer, il y aura certainement la confirmation la semaine prochaine d'une baisse, je pense. Amplifon. Peut-être la rentrée court terme sur Amplifon, parce qu'on voit cette grande baisse, hein, et puis après, le rebond technique sur les 35,6, une nouvelle conso, une nouvelle attaque du rebond technique, et on le passe pas, on a une nouvelle conso, et là on est en train de casser justement cette conso, donc on est dans le point bas, comme ici, qui s'achète pour jouer le retour vers les 35. Et c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'il y a quasiment 30% à aller chercher en court ou moyen terme. Maintenant, sinon, c'est neutre. Hein, on est a priori dans un range, tout est à plat. Donc ce qu'on peut faire là, c'est éventuellement jouer ça. Hein. On le voit, la cassure ici, moyenne 20, moyenne à 50. Le début d'une petite hausse, alors les volumes sont pas énormes, mais ça peut arriver rapidement hein, la semaine prochaine. Donc oui, plutôt favorable sur Amplifon pour aller jouer à court terme la résistance au baie. On l'avait déjà fait. Il faut casser les 47,59. Là, on a fait déjà un échec. On a fait une mèche haute. On a l'impression que c'est un peu compliqué pour l'instant hein, sur ces niveaux-là. Mais ça reste en embuscade pour aller les chercher à moyen long terme. Donc plutôt favorable. À court terme, on achètera plutôt le support ou la cassure si ça arrive. Elior Group. Oui, c'était ça, c'était les fondamentaux sur Elior. On est en train de tout casser. Hein. On met que du vert quasiment tous les jours. Donc, grosse force. Les volumes sont là. On le voit par rapport au volume précédent. Donc, c'est très positif. Et puis, on va aller mettre... on avait un petit gap ici qu'on a comblé. On va aller mettre un nouveau rebond technique. Mais déjà là, ouais, c'est même plus des rebonds techniques, c'est du changement de tendance hein, sur Elior. Alors je crois que j'avais été à voir hein, la dette, je crois, qui était toujours assez importante. Les fondamentaux qui n'étaient pas super.
Mais c'est acheté par le marché, hein. Techniquement, à court terme, il n'y a rien à faire à part rester ou acheter ici, hein, notamment, hop, autour de mi-octobre. Maintenant, ça me semble pas l'idéal. On vient de combler le gap. Ce qu'on peut attendre d'Elior éventuellement si on veut rentrer. Alors soit maintenant en trend following avec euh, des stops généralement sur la veille, hein, pour pas se laisser embarquer parce que la baisse, quand on est comme ça, elle peut être relativement forte. On peut perdre 10 ou 15% relativement rapidement sans changer la tendance fondamentale haussière de la valeur. Par contre, ce qui est intéressant à faire, c'est peut-être ici, hein, le support à 3,96. Si on y revient, ça peut s'acheter. Donc là, ce serait plutôt la chose à faire. Elis, on l'avait déjà fait hier, je crois, Elis. Le gap, ici, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Gap baissier, depuis, on n'arrive pas à aller plus haut. On attaque la moyenne à 200, on est en train de la lâcher, hein. Donc c'est pas terrible sur Elis. On pourrait peut-être travailler ça, les 19, et repartir. Auquel cas, on serait dans de la construction. Mais je crois que c'est Elis qui avait fait des propositions d'achat d'un grand groupe américain notamment, et puis qui avait provoqué un peu ce gap. Finalement, ça avait été annulé. Ce qui n'avait pas trop plu, c'était le coût, hein, de l'achat par rapport à Ellis. C'était quelque chose d'assez énorme. Alors qu'il lui a réouvert, je crois, les portes des États-Unis, mais qui était un peu jugé trop gros pour Ellis. Donc on en est là. Sinon, ça reste plus ou moins neutre, hein. Donc à court terme, on est plutôt dans de la baisse avec peut-être un support à 19. On a eu beaucoup de volume, on a eu beaucoup de rumeurs, mais des rumeurs qui n'ont pas été appréciées, notamment sur des futures acquisitions. Donc on a aussi un bilan comptable qui n'est pas forcément idéal sur Elis. Intuitif sur Gical, on en l'a dit, hein, avec gap haussier ici, c'est plutôt à acheter. Et on a déjà, alors on le met ici, la moitié du chandelier en gros, autour des 507, on le voit, c'est déjà en train de réagir. Donc oui, favorable sur Intuitive sur Gical à court terme, ça s'achète. Medpace, on l'a déjà fait hier, hein. Négatif, double échec sur moyenne à 200. On retravaille la fin de congestion ici, mais pour l'instant c'est baissier, donc pas terrible, hein, à part jouer le support très court terme. Michelin, c'est négatif, les résultats n'ont pas été appréciés. On y reviendra peut-être ici. Moderna, c'est une catastrophe, hein, c'est ma pire ligne de l'année. Toujours baissier. Alors il y a un gros catalogue sur Moderna, hein. Il faut qu'elle nous sorte quelque chose qui soit largement acheté. Elle a des vaccins, mais également des thérapies contre le cancer. Elle a beaucoup de choses en magasin, hein, Moderna. Ce qui fait que je reste plutôt favorable. Alors le marché a clairement dit non, hein, parce que là on est en train de fondre, hein, sur Moderna. On n'est plus qu'à 54 $. On retrouve des niveaux, alors pas d'avant Covid, parce qu'avant Covid on était sur on le voit ici, 16-20. Mais on retrouve des niveaux de début de pandémie, alors qu'on a quand même explosé un bon moment. Moi, je trouve que c'est sévère, que c'est pas juste. Techniquement, on le voit, hein, c'est largement baissier, il n'y a rien à faire. Il faudra revenir au-dessus des 62 et puis commencer à construire. Ce dont on va bientôt peut-être arriver, hein. Il y a toujours pas mal de volume. C'est pas encore abandonné. Moi, je reste dessus. Je suis plutôt confiant sur les produits qu'elle a en magasin et puis ce qu'elle va développer au fur et à mesure. Maintenant, oui, il va falloir du temps, hein, pour remonter, éventuellement recharger dans quelques semaines. Ici, hein, autour des 64, ça pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, oui, il n'y a pas grand-chose à faire. On espère, hein, la sortie des 30 au niveau RSI qui relance un peu la machine, mais surtout une annonce avec des produits, des phases 2, des phases 3, des mises sur le marché, des vaccins qui fonctionnent. C'est ça qui va aider Moderna. Support à 93, hein, sur Namecheck. Éventuellement un petit pullback à acheter. Si on y revient, ça devrait repartir.
Là aussi, la tendance, elle est bonne, elle est forte, donc plutôt soit du DCA, soit du trend following, soit de l'achat sur support, mais c'est plutôt une belle valeur. Et puis Valeo, on l'avait dit, hein, les résultats qui n'ont pas été appréciés, le gap baissier. Et là aussi, on le voit, hein, dans le secteur auto, il y a ceux qui résistent et puis il y a ceux qui sont bien bazardés. Donc c'est pas tout le secteur qui a joué, c'est vraiment ceux qui fonctionnent bien. Les autres, on les oublie. Donc Valeo, même si le secteur auto rebondit, on voit que Valeo, ils sont pas bien lotis. Plutôt à éviter. Le gap baissier sur les 10.2, on a vu aussi l'échec, hein, sur la moyenne à 200. Souvent, ça ne trompe pas, hein. Un retour de moyenne à 200, c'est des échecs. La première fois, très souvent. La deuxième fois, on a méché. Et là aussi, on fait un échec. Donc, la tendance, elle est toujours largement dégradée sur Valeo. Il n'y a rien à faire. Le seul point positif, c'est ça. C'est l'entrée ici de beaucoup de monde sur Valeo, sur des points autour de 9,41 qui peuvent servir de support. Et on le voit aujourd'hui avec la mèche basse. Ça a été racheté sous les 9,41. Donc c'est un peu le seul point positif de Valeo. Un support à 9,41. Si on vient à le casser la semaine prochaine, ce serait inquiétant. Par contre, oui, on peut éventuellement jouer un rebond technique court terme dès lundi sur Valeo. Avec ça, hein, peut-être. Donc on pourrait jouer une dizaine de pourcents à court terme. Mais évidemment, si on casse, il faudra partir vite parce que la tendance sur Valeo, elle sera dégradée et puis on va continuer finalement, hein, la tendance catastrophique sur le titre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs que vous suivez, les valeurs que vous voulez qu'on analyse, votre avis sur la bourse, vos questions si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus!